Ok. Donc on va commencer. Alors, faut toujours commencer par quelque chose, et commencer par les bases, c'est toujours bien. Donc c'est peut-être des évidences, mais c'est toujours bien de les rappeler. Donc les objectifs de la ventilation mécanique, c'est de corriger la défaillance ventilatoire quand le système n'arrive plus à prendre en charge correctement la clairance du CO2, et puis de normaliser l'oxygénation quand on n'y arrive pas par des moyens non invasifs. Alors vous savez, c'est l'occasion de dire qu'aujourd'hui en néonatologie, l'objectif principal de la ventilation mécanique invasive, c'est de ne pas en faire. Et on privilégie de plus en plus les stratégies non invasives. D'ailleurs, demain, il y aura toute une partie qui va être dédiée à ça, donc je vous engage à y aller. Mais, bien entendu, il reste un certain nombre de situations qui sont les plus graves, dans lesquelles on n'a pas d'autre choix que d'avoir recours à la ventilation invasive. Et bien entendu, comme c'est une technique absolument non conventionnelle, non physiologique, puisqu'on travaille en ventilation positive, il y a des conséquences que vous connaissez. La plus connue d'entre elles est la dysplasie bronchopulmonaire chez les bébés prématurés. Et vous savez que la dysplasie bronchopulmonaire est une complication majeure, puisqu'elle est associée de façon significative à des troubles du neurodéveloppement. Donc, autant, quand on fait de la ventilation mécanique invasive, le faire de façon la plus adaptée possible pour limiter au maximum les risques. Alors, on va commencer par quelques diapos sur les objectifs qu'on se fixe. Quand on fait de la ventilation, premièrement, il faut bien connaître les techniques pour pouvoir adapter au mieux celles-ci, mais aussi il faut évaluer ce qu'on fait. Et évaluer ce qu'on fait en pratique quotidienne pour tout le monde, c'est évaluer l'hématose, entre autres. Évaluer l'hématose, c'est évaluer d'abord la saturation en oxygène ou la PaO2 quand on fait des gaz du sang, et puis l'élimination de CO2. Si on n'évalue pas ce qu'on fait, c'est compliqué de pouvoir, définir des objectifs et puis adapter au mieux les techniques. Alors, première chose, on en reparlera, il y aura aussi un topo demain par Pierre-Henri Jarreau là-dessus, quel seuil de SPO2 ? Vous savez que pendant longtemps, on a considéré que l'oxygène était potentiellement toxique pour le nouveau-né et prématuré en particulier, ça reste vrai, et que pendant longtemps, on s'est dit dans ces cas-là, on va baisser les niveaux de saturation cible, en particulier dans les premiers jours chez les bébés les plus immatures, pour pouvoir limiter les conséquences du stress oxydatif. Et puis, comme on n'avait pas vraiment de réponse à ça, il y a eu le projet Néoprom, qui est un projet qui a regroupé plusieurs grandes études multicentriques dans le monde, dans lequel, chez des bébés très immatures, vous voyez de moins de 28 semaines, ils ont comparé deux seuils cibles de saturation. Un seuil 10 bar, où il se donnait comme cible de saturation 85-89%. Là, on est dans la première semaine de vie, et un deuxième seuil cible dit haut, dans lequel on se donnait comme objectif 91-95. Et comme critère principal d'évaluation, ils ont pris, comme souvent en néonatologie, décès ou séquelles graves à 18-22 mois. Il y a eu donc l'étude américaine, l'étude Support, deux études britanniques, Boost 1 et 2, et puis l'étude Cote au Canada. Quels sont les résultats ? Eh bien, voici les résultats. Ici, vous avez l'étude Support, l'étude Boost, et puis l'étude Cote qui n'a pas montré de différence. Et vous voyez que dans l'étude Support en particulier, dans le groupe saturation haut, on avait moins de décès, mais plus de rétinopathie. Dans le groupe Boost, dans l'étude anglaise, on a trouvé dans le groupe de saturation haut, moins de décès et moins d'antirocolites que dans le groupe saturation bas, mais plus de rétinopathie. Comme toujours, il y a eu une méta-analyse qui a été faite de tout ça, et cette méta-analyse a confirmé les résultats de l'étude Boost, c'est-à-dire que dans le groupe avec comme objectif de saturation haut, on avait moins de décès et d'antirocolites, plus de rétinopathie. Donc, à partir de là, chacun fait ses choix. Il y a eu des problèmes méthodologiques sur l'enregistrement des saturations au cours d'études. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, nous, il nous a semblé que, certes, il y avait un surrisque de rétinopathie, mais dans la mesure où il y a moins de décès, moins d'antirocolites, donc vous savez que c'est quand même la complication la plus grave des nouveau-nés extrêmement prématurés ou grands prématurés,
Nous travaillons avec des seuils de saturation dits hauts, 91-95% dans la première semaine, ce que font la plupart des équipes, je pense, aujourd'hui. Premier objectif. Deuxième objectif, la PCO2. Alors, quel PCO2 ? Là encore, comme je l'ai dit au début, notre objectif, c'est vraiment de limiter au maximum tous les traumas induits par la ventilation mécanique invasive. Et dans ces objectifs, au début des années 2000, on a regardé ce que faisaient les adultes, comme souvent. Et les adultes, à l'époque, donc, travaillaient sur le SDRA et ils avaient aussi une réflexion pour savoir si en diminuant la ventilation, en particulier les volumes courants en ventilation, ça permettait d'améliorer la survie des adultes avec SDRA. Et donc, on a regardé ces études, dont certaines avaient donné des résultats positifs, et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire la même chose en néonatologie, c'est-à-dire on va diminuer les pressions, laisser monter la PCO2, diminuer les pressions, ça permettra de diminuer le barotrauma, et donc de limiter le risque, et on va voir ce que ça donne. Et donc il y a eu cette étude qui a été publiée en 2006, dans laquelle, là encore, on est dans la première semaine de vie, ils avaient comparé deux seuils de PCO2, un groupe standard 35-45 et un groupe haut 55-65. Et vous voyez que l'étude n'a pas été au bout, elle a été arrêtée, je crois, après un tiers des inclusions, parce qu'il y a clairement une surmortalité, 51% dans le groupe de ventilation minimale associé donc au groupe avec une PCO2 élevée, versus le groupe ventilation standard associé à des seuils de PCO2 standard. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Ici, vous avez la courbe du débit sanguin cérébral chez les prématurés associée à la PCO2. Et vous voyez que vous avez quasiment une droite. C'est-à-dire que quand votre PCO2 va augmenter chez ces bébés-là, votre débit sanguin cérébral va augmenter. Et qu'est-ce qui se passe quand votre débit sanguin cérébral augmente trop chez les bébés prématurés? Ils saignent. Et bien entendu, ces hémorragies intraventriculaires sont associées à de la morbi-mortalité importante. Donc, ça on le sait. Deuxième chose qu'on sait, c'est que 99% des hémorragies intraventriculaires surviennent dans la première semaine de vie. Donc clairement, dans la première semaine de vie, chez les bébés les plus fragiles, donc les plus immatures, il faut éviter au maximum que ces bébés soient hypercapniques. De même, vous voyez que quand la PCO2 baisse, on a une baisse de débit sanguin cérébral, et vous savez qu'il y a des associations entre hypocapnie et leucomalacie périventriculaire. Alors, c'est des associations dont la causalité n'a pas forcément été démontrée. Enfin, en tout cas, en raison de cette courbe-là, vous voyez, vous avez une droite pratiquement entre le débit sanguin cérébral et la PCO2. Il n'est certainement pas bon d'avoir une PCO2 trop basse. Donc, là encore, au bout de l'histoire, quels sont les objectifs qu'on doit se fixer en termes d'oxygénation chez les bébés prématurés dans les 10 premiers jours? Eh bien, niveau de saturation dit haut, 91-95%, et PCO2 entre 30 et 50 pour éviter les hypocapnies, puisque ce qui a été démontré sur les leucomalacies périventriculaires, c'était sur des PCO2 inférieurs à 25, et éviter les hypercapnies. Voilà, donc première chose, évaluer ce qu'on fait. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le dur. Donc, quand on fait de la ventilation mécanique, donc on va ventiler en pression positive. Et donc, si on veut modéliser le système, on peut le modéliser de la façon suivante, avec un système résistif, qui est en fait le système de conduction des gaz, et puis un système compliant, qui est la zone d'échange. Ce système résistif, quelle va être sa conséquence? Quand vous avez un tube qui va appliquer une résistance, que vous appliquez une pression à l'entrée, la pression à la sortie sera inférieure. Ce qu'on appelle la perte de charge. Cette perte de charge, elle est la conséquence de la résistance et du débit. Et donc vous voyez que cette résistance, la résistance d'un circuit tubulaire, elle est proportionnelle à la longueur et inversement proportionnelle au diamètre. Quand vous intubez un bébé avec une petite sonde de 2,5 ou de 3, vous allez créer une résistance très élevée. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 90% de la résistance du système chez les nouveau-nés intubés ventilés est associée à sonde d'intubation. Donc ça,
sauf à utiliser des masques laryngés, mais vous savez qu'on n'a pas encore de masques laryngés à disposition pour des bébés de moins de 2,5 kg, donc on n'y est pas encore. C'est compliqué de faire la ventilation invasive sans sonde d'intubation. Donc ça, on peut considérer déjà que cette résistance est une constance. Donc ça, c'est la géométrie des conduits. Et puis, il y a les conditions d'écoulement. C'est quoi les conditions d'écoulement? Vous savez que les conditions d'écoulement des fluides, vous avez les systèmes turbulents et les systèmes laminaires. Quand vous avez un système turbulent, vous avez une perte de charge qui est beaucoup plus importante, et donc une répartition des gaz qui est beaucoup moins homogène qu'avec un système qu'avec un système tubulaire. Comment est-ce qu'on peut générer un système turbulent? Eh bien, on peut générer un système turbulent en augmentant le débit à travers un petit circuit. C'est pour ça que quand les respirateurs néonataux, qui sont des respirateurs à débit continu, vous savez, on travaille avec un débit qui est continu, on a un débit qu'on doit limiter. Parce que si vous augmentez trop le débit, 15-20 litres, vous allez passer en système turbulent et vous aurez donc une perte de charge, une répartition des gaz qui sera beaucoup moins homogène et beaucoup moins prévisible, si elle peut l'être. Donc en pratique, on sait qu'on a intérêt à travailler avec des débits aux alentours de 8-10 litres par minute, qui de toute façon suffisent, puisque l'augmentation du débit ne va rien apporter plus, sauf à avoir une augmentation plus rapide de la pression, et peut-être un peu plus de volume courant, mais c'est à la marge, on le verra. Par contre, si vous augmentez de façon trop importante, à ce moment-là, effectivement, vous risquez de passer en système turbulent. Donc, je vous rappelle, on travaille en pression. Votre pression, vous la fixez, la pression expiratoire positive, la pression positive inspiratoire, et puis votre respirateur va délivrer un volume courant, et là encore, il est bon de connaître aussi les objectifs en termes de volume courant, puisque, comme vous le savez, on va y revenir, les volumes courants sont monitorés, donc les volumes courants cibles chez le nouveau-né prématuré, c'est de 4 à 6 ml par kilo, le nouveau-né à terme, 6 à 8 ml par kilo, le nourrisson, puisque ça peut vous arriver aussi de ventiler une nourrisson, c'est 10 ml par kilo. Pour rappel, la ventilation volumétrique, celle qui est utilisée chez l'adulte et chez l'enfant plus grand. Donc là encore, on va fixer un volume courant cible et la pression va monter en fonction de la compliance, bien entendu avec des seuils de sécurité que le respirateur ne pourra pas déplacer. Alors juste un rappel, on en parlera si vous le souhaitez rapidement à la fin, il ne faut pas confondre ce qu'un certain nombre de gens font aujourd'hui, la ventilation volumétrique et la ventilation barométrique à volume garanti. C'est deux techniques qui sont bien différentes, et si vous souhaitez, on pourra en parler à la fin. Alors, on a vu la résistance, la compliance. Qu'est-ce que la compliance? La compliance, c'est la capacité qu'a un système à se laisser distendre. Et vous connaissez cette courbe maintenant, hein, la courbe pression-volume, avec 3 parties. Une première partie dans laquelle l'augmentation de pression va générer peu d'augmentation de volume. Une deuxième partie dans laquelle vous aurez une augmentation de volume tout à fait importante et constante avec une augmentation de pression qui sera modeste. Et puis une troisième partie qui est au-delà du point d'inflexion supérieur, dans lequel, si vous continuez à augmenter la pression, le volume augmentera peu. C'est ce que vous observez quand vous soufflez dans un ballon de baudruche. Quand vous soufflez dans un ballon de baudruche, vous allez appliquer une pression au départ, et puis votre ballon ne va pas augmenter de volume dans un premier temps. Une fois que vous aurez dépassé la pression dite d'ouverture, à ce moment-là, vous maintenez votre pression et vous verrez votre ballon de baudruche augmenter de façon tout à fait homogène, tranquille, sans que vous augmentiez la pression de façon significative. Et puis à partir d'un moment, si vous continuez à souffler, il ne se passera plus rien. Par contre, vous allez risquer que ça vous pète à la figure. Et donc c'est pour ça qu'on définit ces 3 zones-là. La zone dans laquelle, effectivement, l'application de pression ne va pas générer une augmentation de volume, qu'on va définir comme la zone dite atelectotrauma, donc zone dans laquelle il ne faut absolument pas passer quand on fait de la ventilation, parce que vous savez que quand une alvéole se collabe, vous allez créer des forces de rétraction qui sont très importantes, et donc vous aurez beaucoup de mal à les réouvrir en appliquant une pression. La zone de meilleure compliance, dans laquelle il faut absolument travailler, et puis la zone dite de barotrauma, dans laquelle aussi il faut absolument éviter d'aller, puisque là vous risquez effectivement de la surdistension, avec les conséquences qui sont à la fois respiratoires, hémodynamiques, droite et gauche d'ailleurs, puisque ça augmente la résistance vasculaire pulmonaire,
ça diminue le retour veineux et potentiellement le débit cardiaque. Et puis, ça peut provoquer aussi chez les bébés prématurés une augmentation du risque d'hémorragie intraventriculaire. Et donc l'idée, c'est de travailler au-delà de ce point d'inflexion inférieur. Et donc c'est pour ça qu'on maintient une pression expiratoire positive quand on fait de la ventilation, pour ne pas descendre en tout ce point d'inflexion inférieur. Et vous voyez que plus la compliance est basse, plus il faudra appliquer une pression expiratoire positive importante, vous le savez, donc c'est une stratégie de recrutement dont on reparlera tout à l'heure. Et donc on travaille dans cette zone. Et vous voyez que comme on travaille en pression, quand vous avez une différence de pression entre la pression expiratoire positive et la pression expiratoire positive constante, en fonction de la zone dont vous travaillez, vous allez générer un volume courant plus ou moins important. Et si vous travaillez dans la zone de meilleure compliance, vous allez générer un volume courant optimal. Par contre, si vous travaillez dans la zone basse, vous allez générer un petit volume courant, et dans la zone haute aussi. Et donc j'attire votre attention là-dessus, parce que il peut arriver des fois que vous savez que la technique qui est la plus utilisée quand un bébé est hypercapnique, ventilé en pression, c'est d'augmenter la pression. Mais si vous vous trouvez dans cette zone, ce qui peut arriver, votre bébé va être hypercapnique, donc vous aurez un petit volume courant, vous allez dire, bon, ben, je vais essayer d'améliorer les choses, je vais augmenter la pression. Votre bébé est hypercapnique parce que dans cette zone de surdistension, vous avez un effet espace-mort. Donc vous avez une clairance du gaz carbonique qui n'est pas bonne. Et donc si vous augmentez la pression en pensant qu'en augmentant la pression, vous allez augmenter le volume, donc d'une part, vous n'allez pas augmenter le volume, mais vous allez majorer cet effet espace-mort. Et donc, vous allez avoir une hypercapnie qui va s'aggraver. Ça, il faut bien le connaître, en particulier en EHF, puisque quand vous ventilez un bébé en EHF, on ventile des bébés en EHF en général quand ils ont des pathologies alvéolaires sévères, donc pour pouvoir assurer un recrutement, mais quand ils guérissent, on peut se retrouver dans les situations avec un bébé qui a des poumons qui sont quasiment guéris, et là, si vous continuez à ventiler en EHF, vous allez créer une surdistension importante, et vous aurez une hypercapnie qui pourra apparaître assez rapidement et avec un niveau assez important. Et donc dans ces cas-là, il faut savoir changer de mode de ventilation et pas essayer d'augmenter le delta P, ralentir la fréquence, etc. pour optimiser la ventilation de l'EHF, parce que vous n'y arriverez pas, vous n'allez qu'aggraver. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien comprendre les situations, bien connaître la cinétique des pathologies respiratoires, et toujours garder cette courbe en tête qui vous permettra, effectivement, le cas échéant, d'évaluer les choses assez rapidement. Bon, ça je vais passer. C'est la même chose. Donc on a défini la résistance et la compliance du système. Ça nous permet à ce moment-là de définir ce qu'on appelle la constante de temps. Et la constante de temps, donc, c'est le produit de la résistance et de la compliance. Cette constante de temps, c'est un élément important parce que ça va nous permettre aussi d'optimiser au mieux les réglages du respirateur et de comprendre ce qui se passe. Et vous voyez que le produit de la résistance et de la compliance, en pathologie néonatale, sauf cas très particulier, on l'a dit, la résistance est générée par la station d'intubation. Donc ça, on pourra considérer que c'est une constante. Alors, il y a des situations de pathologie malformative, de sténose trachéale, où effectivement on a une résistance majorée par la pathologie, mais ce n'est quand même pas les causes les plus fréquentes. Et puis il y a des situations, on le verra tout à l'heure, où si on a une augmentation brutale de résistance pour une cause curable, on pourra l'analyser sur les courbes de respiratoire et faire ce qu'il faut pour lever l'obstacle. Donc la constante de temps, c'est un élément important parce que c'est ce qui permet d'évaluer comment, à quelle vitesse le système pulmonaire se remplit et se vide. Et vous voyez tout de suite que la constante de temps, ce n'est pas quelque chose qu'on va régler comme ça, comme on le voit encore trop souvent. Je vais régler mon temps aspiratoire à 0,35 ou à 0,40, et puis c'est comme ça, c'est pas trop. Non. Ça va dépendre des particularités du système et de la compliance du patient. Alors, une fois qu'on a vu ces deux éléments, je vous rappelle, nos objectifs, c'est d'assurer une élimination du gaz carbonique parce que le système ne peut plus le faire, et une oxygénation. Quels sont donc les éléments, les déterminants de l'élimination de CO2 ? En physiologie, vous le savez, c'est la ventilation alvéolaire. Et la ventilation alvéolaire, c'est la fréquence respiratoire fois le volume courant moins le volume de l'espace mort. En ventilation, c'est la ventilation minute.
Et la ventilation minute, c'est la fréquence soit le volume courant. Et donc vous voyez que les paramètres sur lesquels on va pouvoir intervenir quand votre bébé est hyper-hypocapnique, c'est la fréquence du respirateur et le volume courant. Mais là encore, même si effectivement c'est relativement simple, et là encore c'est un système qui peut vous permettre assez simplement de pouvoir adapter votre respirateur, on verra qu'il y a quand même un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors comment on fait varier le volume courant ? Le volume courant, il y a 3 façons de le faire varier. La façon, on l'a vu, la plus habituelle, c'est de jouer sur les pressions. En tout cas, la différence entre la pression expiratoire positive et la pression positive inspiratoire. Plus vous augmentez, théoriquement, plus votre volume courant va augmenter, plus vous diminuez la différence, plus votre volume courant va diminuer. Le temps inspiratoire, et donc ce temps inspiratoire, on l'a vu, ça fait partie des éléments qu'on doit optimiser, puisque, comme on le disait au début, l'objectif, en particulier chez les bébés les plus immatures, c'est de limiter au maximum le barotrauma induit par la ventilation, de limiter au maximum les pressions. Et donc si on peut déjà optimiser les choses en jouant sur le temps inspiratoire, il faut le faire. Le débit, mais on a vu que le débit, on est obligé donc de garder un débit, on va dire au maximum à 10 litres par minute en ventilation chaîne de bonnet, en raison du risque de débit turbulent à travers le sonde d'intubation de faible diamètre. Et par quoi tout ça est influencé ? Eh bien, tout ça est influencé par la constante de temps, donc, qui est le produit de la résistance et de la compliance en particulier. Et donc vous voyez comment ça se passe. Donc ici vous avez votre courbe de pression, ici votre temps inspiratoire. Et donc pour faire varier l'air sous la courbe, puisque ce qui vous intéresse, ce qui va définir à la fois la pression moyenne et le volume courant, eh bien, où vous pouvez augmenter la pression, et vous voyez que votre air sous la courbe va augmenter. Si vous augmentez la PEP sans augmenter la PPI, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça va dépendre de 2 choses. Si vous augmentez la PEP parce que votre PEP n'est pas optimale et que vous êtes dans la zone d'intellectotrauma sous le point d'inflexion inférieur, vous allez générer de faibles volumes. Donc si vous augmentez la PEP et que vous passez au-dessus du point d'inflexion inférieur, vous allez améliorer la compliance, vous allez vous trouver dans la zone de meilleure compliance, et à ce moment-là, vous allez augmenter les volumes. Mais si vous êtes déjà dans la zone de meilleure compliance avec un recrutement optimal, si vous augmentez la PEP sans augmenter la PPI, vous allez diminuer le volume. C'est le contraire. Bon, voilà. C'est pour ça, voilà, c'est des éléments qui sont assez simples, comme on l'a vu tout à l'heure quand on dépassait le point d'inflexion supérieur. Si on augmente les pressions alors qu'on est déjà en effet espace-mort avec une zone de surextension, on va continuer à aggraver les choses. Donc vous voyez que, certes, les messages sont simples, fréquence fois volume courant, donc il suffit de faire varier l'un ou l'autre, mais toujours garder en tête, la pathologie à laquelle vous avez affaire, un bébé qui est né méconial ou une pathologie alvéolaire ou une alvéolite, ça ne va pas se ventiler de la même façon, la cinétique ne sera pas la même, et donc il faut toujours avoir ça en tête. C'est ce que je dis toujours aux internes, gardez toujours en tête des bébés que vous prenez en charge, qui ils sont, commencez par les regarder avant de regarder les machines, et puis à ce moment-là, donc, on adapte tout ça. Et vous voyez, ce que je vous disais sur le débit, quand vous allez augmenter le débit, vous allez avoir une augmentation de la pression qui sera plus rapide, mais vous allez générer finalement une faible augmentation du volume courant. Donc franchement, ça ne présente aucun intérêt d'augmenter le débit au-delà de 10 litres par minute. Le seul risque, on l'a vu, c'est de passer en système turbulent avec une perte de charge importante. Alors, et terminant l'oxygénation, c'est le recrutement pulmonaire. Donc c'est le volume alvéolaire qui permet effectivement les échanges. Et il est au mieux ajusté, déterminé sur le respirateur par la pression moyenne ou pression de distension quand on fait de l'EHF. Bon, la FiO2 bien entendu, mais ça c'est un bouton qu'on tourne. Et puis, ne jamais oublier ça, chez les nouveau-nés en particulier en période de transition dans les premiers jours, vous savez que les résistances pulmonaires peuvent rester élevées, voire très élevées. Voire on peut se retrouver en situation d'hypoxémie réfractaire par hypertension artérielle pulmonaire persistante. Et donc, même si vous avez un bon recrutement pulmonaire, si vous n'avez pas de débit pulmonaire en face, vous n'aurez pas d'échange. Donc vous aurez une hypoxémie persistante.
Donc là encore, hein, quand vous avez un bébé très hypoxémique, hein, toujours se poser, certes, la question du recrutement, mais ça, c'est des choses qu'on peut finalement assez facilement internaliser, et puis aussi la situation du débit pulmonaire. Alors, donc, on fait de la ventilation en pression. Ici, vous avez la courbe de pression, ici la courbe de débit. Donc, on ventile en pression, donc on va fixer une pression expiratoire positive et une pression positive inspiratoire. Cette pression, elle est fixe. Elle est constante tout au long de l'inspiration. Et puis, donc, le volume, on l'a vu, il va dépendre effectivement d'un certain nombre de facteurs. Il va répondre de la différence de pression. Il va dépendre du temps inspiratoire, en particulier de son optimisation et de la compliance du patient. Et puis ici, donc, vous avez la courbe de débit avec le débit inspiratoire qui va être maximal au début, et on va voir après sur les explications sur les diapos, qui va être maximal au début du temps inspiratoire et qui ensuite, dont la vitesse va diminuer. C'est un débit qui est dit décélérant. Et puis à l'expiration, c'est pareil. Vous aurez en valeur absolue un débit expiratoire qui sera maximal au début de l'expiration et ensuite qui sera décélérant en valeur absolue. Donc quand vous êtes en mode en pression, voilà, vous avez ici votre pression, vous avez ici votre courbe de débit et ici votre volume courant. Donc, si votre compliance augmente, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez, hein, votre compliance augmente si votre pression est fixe, donc votre volume courant va augmenter, mais votre débit aussi va augmenter. Vous voyez, hein, le débit maximum va augmenter par rapport à la situation où la compliance est moins importante. Et si la compliance baisse, ben c'est le contraire. Évidemment, votre volume courant va baisser et votre débit maximal aussi va diminuer. Alors gardez ça en tête parce qu'on verra que dans le cyclage, c'est un élément important. Alors pourquoi le flux ? Ça, c'est des diapos que j'ai empruntés à Catherine. Pourquoi le flux est décélérant ? Donc, début, là on est en fin d'expiration, l'inspiration va commencer. Donc ici, vous avez donc le respirateur, ici le poumon, donc, qui est en fin d'expiration, donc avec son volume là, qui est représenté. Donc, quand vous ouvrez le système, c'est-à-dire quand vous démarrez l'inspiration, vous voyez que la différence entre ce que va envoyer le respirateur et ce qu'il y a dans le poumon est maximale. Et donc on comprend bien que le débit va être maximal à ce moment-là. Et plus le poumon va se remplir, bien entendu, plus la différence entre ce que va envoyer le respirateur et le poumon va diminuer, et donc plus la vitesse du débit va diminuer. On arrive en fin d'inspiration, donc on a le système pulmonaire et le système du ventilateur qui sont à égalité, on va dire, et donc là, on n'a plus de débit, et on va passer en expiration. Et quand on passe en expiration, là encore, le poumon va se vider progressivement vers le système de ventilation qui est passé en pression minimale. Et donc on comprend là aussi que c'est au début de l'expiration que la vitesse sera maximale, et puis plus les deux systèmes s'égalisent, plus la vitesse en valeur relative va diminuer, jusqu'à la fin de l'expiration et le début de l'inspiration suivante. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une compliance basse ? Quand vous avez une compliance basse, eh bien vous avez un poumon qui va prendre moins de débit. Et donc il va se passer deux choses, c'est que d'une part, comme il y aura moins de débit, eh bien, vous aurez une augmentation maximale du débit qui sera moins importante, et puis, bien entendu, comme il aura moins à remplir, il va se remplir moins rapidement. Donc vous aurez un temps de remplissage qui sera plus court.
pour l'expiration, c'est la même chose. Bon, je suis coincé. Alors. J'ai un petit problème technique. Je n'arrive plus à passer mes diapos. Il n'est pas là, le technicien? Désolé. Ah si, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une augmentation de résistance? Quand vous avez une augmentation de résistance, eh bien, vous avez donc quelque chose qui va s'opposer donc à l'écoulement. Et donc, vous aurez deux choses qui vont se passer. D'une part, une augmentation du débit qui va se faire beaucoup plus lentement, et ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que le temps que le système se vide dans le poumon, eh bien, ça durera plus longtemps. C'est poussif, il va pousser pour que ça rentre. Et donc ce qui se passe, c'est que vous aurez une vitesse maximale, un débit maximal qui sera plus faible et une durée pour que le poumon se remplisse qui sera plus longue. C'est logique, hein, puisqu'à partir de la constante de temps est augmentée, donc si la résistance augmente, ça veut dire que la constante de temps augmente, et donc ça prendra beaucoup plus de temps pour que le poumon se remplisse. Et donc on a vu effectivement les caractéristiques de ce flux dit décélérant, et donc quelles vont être ses particularités, puisque ça fait partie des éléments qui sont importants dans l'analyse des courbes. Hein. Je pense que c'est des éléments de base qu'il faut bien comprendre. Ici, donc, vous avez votre courbe de débit inspiratoire, inspiration, expiration. On va dire, on a un système avec un réglage qui est de 15 de PPI, 5 de PEP. Vous avez une compliance qui est à 1,3 millilitres par millibar et une résistance qui est à 128. Donc, un temps inspiratoire fixé là qui est à 0,33, dont on peut dire déjà là qu'il est un petit peu court, on verra pourquoi tout à l'heure. Si votre résistance augmente, avec une compliance qui reste constante, eh bien vous voyez donc que votre temps inspiratoire va s'allonger puisque la constante de temps augmente. Et si la compliance diminue, eh bien c'est le contraire, la constante de temps va diminuer et vous voyez que votre temps inspiratoire va diminuer. Ok, maintenant on va passer rapidement au fonctionnement des différents modes les plus classiques qu'on utilise. Donc je vous rappelle, ici votre courbe de débit inspiratoire, débit expiratoire. Donc qu'est-ce qui va déclencher l'inspiration? On travaille aujourd'hui en ventilation dite assistée. Ce qui va déclencher l'inspiration, c'est le patient, en envoyant un signal. Le mot trigger, ça veut dire signal en français. Vous aurez votre débit inspiratoire qui va rentrer, et ensuite ça va passer en expiration. Donc tout cycle a un début. Mais tout cycle inspiratoire a une fin aussi, ce qu'on appelle le cyclage. Et on verra qu'il y a deux façons de cycler. Et puis ensuite, donc, vous avez l'expiration, avec votre débit expiratoire. Et élément important, hein, vous voyez qu'il faut absolument, on verra pourquoi tout à l'heure, que votre débit expiratoire, c'est-à-dire que votre poumon soit complètement vidé avant l'inspiration suivante. Alors, comment est-ce qu'on génère des débuts de cycle, des triggers? Vous savez, donc, il y a différents systèmes. Hein. Les systèmes les plus utilisés, donc, c'est des capteurs ou de volume ou de débit en sortie de sonde,
Ces capteurs doivent être placés en sortie de sonde chez les bébés prématurés, hein, puisque le respirateur va enregistrer des efforts faits par le patient qui vont mobiliser des petits débits et des petits volumes. On est chez des bébés très petits, donc ce qui va être généré, c'est très faible volume et très faible débit. Donc si vous le placez trop loin, tout ça va se diluer dans l'espace-mort des circuits. Donc il faut absolument, et vous le voyez sur le respirateur ici, que ces capteurs soient situés en sortie de sonde, entre la pièce santé du respirateur et la sonde, et bien calibrés, c'est essentiel. C'est ceux qu'on utilise le plus. Les capteurs en pression peuvent être utilisés en particulier dans les systèmes de ventilation non invasifs, mais sont beaucoup moins sensibles. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à préférer la NAVA, dont on parlera si vous le souhaitez tout à l'heure, mais bon, c'est pas forcément l'objectif du topo. L'essentiel, c'est de se rappeler de ça. C'est-à-dire que ces capteurs, qui sont vraiment essentiels pour que le bébé s'adapte correctement et limiter au maximum la synchronie, qui est vraiment extrêmement dangereuse, à la fois pour le poumon, mais aussi le cœur et le cerveau, soient bien calibrés. Et donc, en sortie de sonde, pour pouvoir mobiliser ces petits volumes et des petits débits. Et puis, deuxième chose, il faut que ces capteurs aient une latence de réponse très courte. Parce qu'on travaille souvent avec des bébés qui peuvent être très polypnéiques, qui peuvent respirer à 60-80 par minute. Donc s'ils déclenchent à chaque fois et que votre capteur met 1 seconde à répondre, eh ben, ça n'a pas de sens, puisqu'il va déclencher une inspiration spontanée avant que le respirateur ait enregistré la précédente. Et donc là, vous allez risquer de synchronie. Donc ça, c'est fondamental. Quand vous ventilez en ventilation assistée, qui est ce qu'on fait aujourd'hui, il faut, vous voyez, ça ne représente rien par rapport à la grosse machine, mais c'est l'élément essentiel, je dirais, du système. Alors, on a vu le déclenchement. La fin, c'est le cyclage. Il y a deux façons de cycler. La première, c'est de cycler sur le temps. C'est-à-dire, on va dire, voilà, mon temps inspiratoire est de temps 0,30, 0,32, 0,35, 0,40, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, ce que le patient veut, puisque ça va dépendre des caractéristiques respiratoires du patient. Et donc, chaque cycle inspiratoire va durer le temps que vous avez fixé. Donc, ce temps, vous vous rappelez qu'il va dépendre, le temps optimal en tout cas dont va avoir le patient, va dépendre de sa constante de temps propre, et que cette constante de temps, elle est extrêmement influencée par sa compliance. La compliance, c'est un élément dynamique, ça varie tout le temps. Ça peut varier à chaque cycle, puisque les bébés, ils peuvent bouger, ils peuvent se bloquer un peu, il peut y avoir des sécrétions. Voilà. Et donc, c'est un système qui a l'avantage d'être un système simple à utiliser, par contre, qui n'est peut-être pas optimal pour, si on veut, pousser au maximum l'optimisation de la ventilation. Parce que c'est une valeur absolue. Elle est là, elle est fixée, et elle va dépendre que de vous. La façon dont elle va évoluer va ne dépendre que de vous. Si vous souhaitez adapter, il faudra effectivement régler le respirateur. Donc c'est pour ça qu'on a inventé ce système, qui est le cyclage dépendant du débit. Et donc sur le cyclage dépendant du débit, on ne va pas cycler sur une valeur absolue, mais on va cycler sur une valeur relative. Cette valeur relative, c'est le pourcentage du débit maximum. Et vous vous rappelez que ce débit maximum, il va dépendre de la compliance. Plus la compliance va être élevée, plus le débit maximum va être élevé. Et plus la compliance va être basse, plus le débit maximum va être bas. Et donc, si vous cyclez sur une valeur relative dépendant de cette compliance, ça veut dire que vous allez vous adapter finalement à chaque cycle à l'évolution de la compliance. Et donc cycler sur un certain pourcentage de débit maximum, ça veut dire que, vous vous rappelez, la courbe de débit, débit maximum en début de cycle inspiratoire, et puis ensuite flux décélérant. Et si par exemple vous dites qu'à 40% de mon débit maximum, je passe en expiration, à ce moment-là, l'aspiration va s'arrêter à ce moment-là. Donc c'est le principe. Vous voyez l'avantage, c'est que c'est une valeur relative, et donc ça va s'adapter à chaque fois à la compliance du patient à chaque cycle. Alors bien entendu, comme toujours, il y a des inconvénients. Alors, rappel important. Ici, vous avez votre courbe à nouveau de débit, inspiratoire, expiratoire.
vous savez qu'il y a une règle absolue chez le nouveau-né et en général, c'est que le rapport I sur E, c'est-à-dire temps respiratoire sur temps expiratoire, doit être inférieur à 1. Cette sécurité, il faut toujours la garder en tête, et vous savez qu'elle est importante pour laisser un temps expiratoire suffisant pour pouvoir permettre aux poumons de se vider correctement, et on le voit bien sur les courbes de débit. Il faut absolument donc, que le débit expiratoire revienne à 0, ce qui veut dire que le poumon est complètement vidé avant l'inspiration suivante. Ça, sur les respirateurs dans lesquels vous réglez le temps inspiratoire et le temps expiratoire, c'est assez facile, puisque voilà, c'est vous qui le réglez, vous le savez. Par contre, il y a certains respirateurs dans le SLE dans lesquels on règle le temps inspiratoire et la fréquence. Et donc, on peut imaginer, par exemple, des fois régler un temps inspiratoire relativement long, une fréquence qui soit élevée, et à ce moment-là, si on ne fait pas le calcul comme ça, de façon quotidienne, on peut risquer effectivement d'avoir un temps expiratoire trop court, mais ça, on verra tout à l'heure qu'on le voit très bien sur les courbes. Alors, ici le cyclage sur le débit, donc vous voyez que je vais cycler en disant que je vais arrêter mon inspiration à tel pourcentage du débit maximum. Si vous êtes à 50%, ça va s'arrêter ici, 40% ici, 30% ici, 20% ici, 10% ici. Et donc à partir de ce moment-là, le respirateur va passer en expiration. Mais vous voyez que quand on cycle sur le débit, on a quand même intérêt à cycler avec un débit maximal, avec un débit de cyclage qui soit le plus éloigné du débit maximum, puisque plus vous allez vous éloigner du débit maximum, plus vous allez générer, c'est l'intégrale de l'air sur la courbe, un volume courant important. Et donc l'idée, c'est de se rapprocher, quand on cycle sur le débit, le plus possible de 0. Vous voyez, déjà entre 20 et 5%, on gagne quand même en volume de façon significative. Et vous voyez ici, si on est à 40%, ça va couper ici, et donc vous allez perdre toute cette partie-là de volume. Vous voyez bien ici. Ici, donc, on a cyclé à 50%, donc je passe en expiration à 50%, mon volume est de 11 millilitres. Si je cycle à 20%, tout autre réglage étant identique par ailleurs, et vous voyez que je vais augmenter mon volume courant de façon significative, de plus de 10%. Et si je vais encore un peu plus loin, puisque vous voyez que ici, ma courbe mon débit inspiratoire n'est pas revenu à 0 avant l'expiration, ça veut dire que j'ai encore un peu de marge, et je gagne encore. Mais ça, c'est limité par un élément qu'on va revenir, qui sont les fuites. Les fuites sont l'élément limitant de cette stratégie de cyclage. Pourquoi ? Parce que pour que votre respirateur voit, si vous voulez cycler le plus proche de 0, pour que votre respirateur voit passer l'ensemble du débit, il faut que l'ensemble du débit passe à travers votre pièce située en sortie de sonde qui va analyser les volumes et le débit. Et pour que l'ensemble du débit passe à travers cette pièce, il faut qu'il n'y ait pas de fuite autour de la sonde. On est d'accord avec ça? Et donc vous voyez ce qui peut se passer. Si jamais, ici par exemple, vous avez décidé que vous souhaitiez un cyclage à 40% de la vitesse maximum, ça veut dire que vous aurez théoriquement cette courbe-là. Mais si vous avez 60% de fuite, vous n'aurez que 40% du débit qui va passer. Et donc, vous aurez cette courbe-là, et donc votre respirateur ne verra jamais passer 60% du débit, il n'en verra passer que 40%. Et donc, votre technique de cyclage ne fonctionnera pas. C'est clair ? Donc ça veut dire que quand on veut cycler en débit et vouloir garder un volume courant généré qui soit le meilleur possible, donc il faut qu'on se rapproche le plus possible de 0, je vous rappelle, pour avoir le meilleur volume courant.
Mais pour ça, si on veut se rapprocher de zéro, il faut qu'on ait 0% de fuite, ce qui dans la vie réelle n'arrive pas souvent. Et en pratique, on considère que si on veut cycler en débit, il faut qu'on soit aux alentours de 30% de cyclage pour être le plus optimal possible. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait moins de 30% de fuite. On peut aller jusqu'à 40%, ça dépend un peu des caractéristiques du système. Voilà. Et ça, il faut le savoir, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous réglez mal votre système? C'est-à-dire que vous avez, pour revenir à ce système-là, vous avez 60% de fuite, vous décrétez un cyclage à 40%, votre respirateur ne verra jamais passer 40%. Le risque théorique, c'est que le temps d'inspiration ne se termine jamais, ce qui n'est pas le cas, puisque vous savez que vous réglez toujours sur votre respirateur une ventilation dite de secours, qui est temps dépendant. Et à ce moment-là, le respirateur va prendre la main en ventilation cyclée sur le temps. Donc votre ventilation cyclée sur le débit ne présente plus d'intérêt. Donc retenez ça, 30-35% de fuite, c'est bien pour travailler en ventilation cyclée sur le débit. Au-delà, ça perd son intérêt. Donc à partir de là, on peut définir les différents modes de ventilation les plus classiquement utilisés. Donc la ventilation conventionnelle, la ventilation contrôlée, qui, comme son nom l'indique, est contrôlée. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne l'utilise pratiquement plus, sauf chez des patients curarisés ou des patients en coma profond, des asphyxies extrêmement sévères avec des salades 3 qui font rien. Là, on peut se permettre de le ventiler en ventilation contrôlée, mais bon. Donc en ventilation contrôlée, évidemment, les cycles ne sont pas assistés, puisque vous contrôlez tout. Le début du cycle, c'est le générateur qui va c'est le respirateur qui va le décider, et c'est une ventilation cyclée sur le temps. En ventilation assistée contrôlée et ventilation assistée contrôlée intermittente, dans la ventilation assistée contrôlée, tous les cycles seront assistés, c'est-à-dire à partir du moment où votre patient va demander un cycle, il va être assisté. Début de cycle trigger, fin de cycle, mais la terminologie c'est ventilation assistée, donc c'est par définition une ventilation cyclée sur le temps. En ventilation assistée contrôlée intermittente, on n'a que certains cycles qui vont être assistés, on verra pourquoi tout à l'heure. Ventilation cyclée sur le temps, et quand on fait de la ventilation cyclée sur le débit, on parle d'aide inspiratoire. Voilà, ça c'est la terminologie qui permet de se reconnaître. Et donc vous voyez ce qui se passe ici, ventilation contrôlée. Ici vous avez votre patient. Vous savez que le patient, comme on travaille avec des respirateurs à débit continu, le patient il peut respirer entre les différents cycles, donc il peut prélever un peu de débit. Donc, ventilation contrôlée, vous avez ici vos cycles générés par le respirateur. Quel que soit ce que fait le patient, il va envoyer ces cycles. Ventilation assistée contrôlée, chaque fois que le patient va demander, il va être assisté. Donc c'est une bonne technique parce qu'elle permet de limiter au maximum la synchronie. Par contre, elle présente un inconvénient théorique qu'il faut connaître. Comme on est en ventilation cyclée sur le temps, votre temps inspiratoire est fixe. Et dans la mesure où à chaque fois que le patient va réclamer, envoyer un trigger, il va être assisté, il va recevoir une ventilation cyclée sur le temps. Si votre malade devient très polypnéique, le risque, c'est qu'à ce moment, il va recevoir de nombreuses ventilations cyclées sur le temps avec le temps expiratoire fixé, et on risque de se trouver en situation dans laquelle on aura un temps expiratoire trop court, avec une expiration qui sera insuffisante, et ce qu'on appelle une hyperinflation dynamique. C'est pour ça qu'on a inventé la ventilation assistée contrôlée intermittente, dans laquelle, effectivement, on va créer, en fonction de la durée du temps du cycle, des périodes dites très fractaires, pendant lesquelles les cycles ne seront pas assistés. Et c'est toujours des ventilations cyclées sur le temps. Et dans l'aide inspiratoire, vous voyez que l'intérêt de l'aide inspiratoire, c'est que dans la mesure où les temps inspiratoires vont évoluer en fonction de la compliance, chaque cycle sera assisté, mais avec des temps inspiratoires qui vont être différents, et en général souvent plus courts, ce qui va permettre de contrer les deux inconvénients qu'on a en ventilation assistée contrôlée intermittente et ventilation assistée contrôlée, à savoir le risque d'hyperinflation dynamique parce que les temps inspiratoires vont s'adapter, être souvent plus courts à chaque cycle, et puis tous les cycles seront assistés. Mais, on l'a vu, l'inconvénient, c'est les fuites.
passer là-dessus. Voilà. Et puis on va... Quelle heure il est? Ouais. On va garder un peu de temps pour parler sur le respirateur après. On va faire un peu des exercices un peu pratiques. Voilà. Donc ici, vous avez votre patient qui est ventilé au bout de sa sonde. Ici, vous avez votre courbe de pression. Ici, votre courbe de débit. Et ici, votre courbe de volume. Quel est le problème que vous voyez quand vous regardez ces courbes? Alors, on voit deux choses. Ici, votre courbe de débit inspiratoire. Vous voyez que votre courbe de débit inspiratoire ne revient pas à 0 avant l'expiration suivante. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Voilà. Effectivement, il suffit de regarder votre courbe de volume. Ici, vous avez votre volume inspiré, ici, votre volume expiré. Et vous voyez qu'il y a une différence importante entre votre volume inspiré et votre volume expiré. Ce qui se passe ici, c'est que le respirateur va maintenir un certain volume dans le patient pour éviter la déflation. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez donc une fuite? Votre respirateur va envoyer un volume à un certain débit dans le poumon respiratoire. Et puis, quand on va passer en expiration, eh bien, il y a une partie du débit qui va passer effectivement à travers la sonde et une partie qui va passer autour. Et s'il ne se passe rien, dans la mesure où effectivement, ce qui va passer à travers la sonde ne passera plus, puisqu'on va être en expiration, et donc, vous vous rappelez, on va être à vitesse 0, et donc ça va permettre de bloquer finalement ce qui sort du poumon. Mais par contre, ça va bloquer ce qui sort du poumon à travers la sonde, et ça va pas bloquer ce qui sort du poumon autour. Et donc s'il ne se passe rien, si le respirateur ne fait rien, eh ben, les alvéoles vont se collaber, puisque finalement elles vont continuer à se vider autour de la sonde d'intubation. Et si vous avez un collapsus alvéolaire qui se produit, à ce moment-là, vous allez vous trouver dans la zone d'intellectotrauma et ça va être extrêmement compliqué de continuer à ventiler. Et c'est pour ça que ce qui se passe, c'est que le respirateur va compenser. C'est-à-dire il va maintenir un certain débit avec un certain volume pour pouvoir, puisqu'il a enregistré les fuites, vous savez que votre respirateur sait quel volume courant il a envoyé, mais il sait aussi quel volume courant est sorti, puisqu'il l'enregistre. Et donc, il vous permet de calculer les fuites, et ça, vous l'avez sur le respirateur, vous le monitorez, donc vous aussi, vous le savez. Et donc, le respirateur va compenser en maintenant un volume pour éviter ce collapsus alvéolaire. Et c'est pour ça que vous avez cette forme-là au niveau donc, de la courbe de volume. Donc, c'est ce système qui est le système de compensation. Et c'est pour ça qu'à la fin, à l'inspiration suivante, la compensation s'arrête, et donc ça chute brusquement, et ça repart en inspiration. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Et donc c'est pour ça que votre respirateur, il va vous afficher votre volume courant expiré, ce qui lui permet de calculer les fuites, puisqu'il sait quel volume courant inspiré il a envoyé. Alors, élément qu'il faut que vous sachiez aussi, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça nous mènerait trop loin, c'est que quand on travaille en volume dit garanti, la seule chose qu'on connaisse, nous, c'est le volume courant expiré. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est ce que va recevoir le patient. C'est pour ça que travailler en volume garanti, quand on a des fuites, c'est compliqué. Parce que les fuites, vous savez aussi qu'elles varient souvent à chaque cycle. Et donc, le volume garanti, le principe du volume garanti, c'est vous fixer une pression parce que vous travaillez en pression. En situation habituelle, le respirateur va envoyer un certain volume.
Vous pouvez effectivement, avec le volume garanti, fixer votre pression. Le respirateur va envoyer un certain volume, mais vous pouvez aussi dire au respirateur, moi je veux que mon patient reçoive, je ne sais pas s'il fait 2 kg, mettons 10 millilitres de volume, 10 millilitres de volume, pardon. Et ce que va faire le respirateur, c'est qu'il va envoyer son débit avec une telle pression, et il va enregistrer à chaque fois le volume. Et si le volume est atteint avec un niveau de pression qui est inférieur à celle qui est réglée, il va baisser la pression. Et donc le volume garanti permet théoriquement de limiter le barotrauma. Sauf que, comme vous le voyez, quand c'est le volume courant expiratoire qui est enregistré et qu'on a des fuites, eh ben c'est compliqué à utiliser. Donc tout ce qu'on lit dans la littérature sur le volume garanti, c'est très bien, hein, puisque les études montrent que les méta-analyses qui comparent volume garanti versus non-volume garanti, ça permet de diminuer le risque de dysplasie. Sauf que c'est fait sur des modèles, sur des bébés ventilés avec peu ou pas de fuite. Et vous savez qu'en vie réelle, dans la grande majorité des cas, on a des fuites qui peuvent être importantes. Donc voilà, il faut le savoir. Je vous avais dit que j'en parlerais pas, mais j'en ai parlé quand même. Et donc vous voyez bien ici, hein, donc le système de compensation, inspiration, expiration, pour éviter mon collapsus alvéolaire, le respirateur maintient un certain volume et un certain débit. Alors, le réglage d'ITI, quelque chose d'important, on a vu. Hein. Ici, le temps inspiratoire, donc vous vous rappelez, va dépendre de la constante de temps. Cette constante de temps va dépendre essentiellement de la compliance en situation habituelle dans la grande majorité des pathologies néonatales. Plus la compliance va être élevée, plus la constante de temps va être longue, plus la compliance va être basse, plus la constante de temps va être courte. Cette constante de temps, vous pouvez l'apprécier en regardant la courbe de débit. Ici, vous avez donc votre courbe de débit inspiratoire et une fin d'inspiration avant que le débit inspiratoire ne soit revenu à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre TI réglé est trop court ou qu'il y a des fuites. Mais bon, on a vu tout à l'heure hein, que là, on a une belle courbe de volume, donc il n'y a pas de fuite. Hein, donc effectivement, temps inspiratoire trop court. Et donc à ce moment-là, il faut l'allonger. Et en faisant ça, vous allez optimiser votre temps inspiratoire, vous allez gagner en volume courant sans augmenter la pression. Ce qui est quand même... Je vous rappelle, hein, plusieurs façons de faire varier le volume courant, ou la différence de pression, ou en jouant sur les temps, qui dépendent donc de la compliance. Donc la première chose à faire, c'est effectivement d'optimiser le temps inspiratoire. Et là encore, ça fait partie des choses qui sont évolutives. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, temps inspiratoire, puisqu'en général, on travaille le plus souvent en rotation cyclée sur le temps. Donc, c'est ce qu'on règle. Mais les compliances peuvent varier. Elles peuvent varier même de façon très rapide. Hein. Quand vous avez un bébé qui arrive avec une MMH, il aura une constante de temps qui est courte. Donc, vous allez régler un temps inspiratoire plutôt court. Mais si vous lui donnez des surfactants, sa compliance va s'améliorer très rapidement, donc sa constante de temps va augmenter, et donc il faudra que vous soyez là aussi pour non seulement baisser la FiE2, parce que vous savez que vous allez améliorer très rapidement le recrutement alvéolaire, mais aussi allonger le temps inspiratoire et baisser les pressions. Et vous voyez ici, hein, alors ça c'est un modèle expérimental sur un ballon, mais c'est pour les démonstrations, on voit bien. Ici, votre courbe de pression, votre volume courant, vous voyez qu'il n'y a pas de fuite. Et puis, votre volume courant, avec une courbe de débit inspiratoire qui, vous voyez, ne revient pas à zéro avant l'expiration suivante. Donc, on a un temps inspiratoire qui est à 0,80. C'est un modèle sur ballon, hein, je le répète. Hein, ce n'est pas la vraie vie chez les nouveau-nés. On a un TI à 0,80, un volume courant à 120. Et bien, quand je vois ça, hop, ce que je fais, j'allonge mon temps inspiratoire sans modifier ma pression, et bien je vais gagner 30 millilitres de volume courant en allongeant simplement, en optimisant simplement mon temps inspiratoire. Alors, petit exercice. Ici, donc, ça c'est votre courbe, les 3 courbes par défaut qu'on a en général sur le respirateur, courbe de pression, courbe de débit, courbe de volume.
quel est le problème, ou plutôt quels sont les problèmes? D'accord. D'accord avec ça. Si vous avez des réglages. Hein. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser la fréquence, on est d'accord, parce qu'on voit ici effectivement que l'expiration ne revient pas à zéro avant l'inspiration suivante, hein, comme tu l'as dit très bien. Et donc, je vous le rappelle, hein, ce risque, c'est un risque d'hyperinflation dynamique. Hyperinflation dynamique avec les effets pulmonaires, surdistension, majoration de l'espace mort, barotrauma, mais aussi hémodynamique, augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, diminution du débit sanguin, altération du débit sanguin cérébral avec risque d'hémorragie intraventriculaire. Donc, première chose à faire, effectivement, le ralentir. Le ralentir, donc jusqu'à ce que vous voyez votre courbe de débit expiratoire revenir à zéro. Mais ce n'est pas tout. Comment? Ouais. Regardez les courbes. Alors le temps inspiratoire, qu'est-ce qu'il a le temps inspiratoire? Il faut l'allonger, tout à fait, parce que vous voyez que, de même que l'inspiration suivante commençait avant que l'expiration soit terminée, vous voyez que le débit inspiratoire ne revient pas à zéro avant l'expiration suivante. Donc on a éliminé la fuite, parce que vous voyez qu'on a une courbe de volume inspiratoire et expiratoire qui sont les mêmes, il n'y a pas de compensation, donc il n'y a pas de fuite, donc c'est pas ça. Et donc ça ne peut être effectivement qu'un temps inspiratoire trop court. Donc, on va allonger le temps inspiratoire. Mais là encore, si vous allongez votre temps inspiratoire, alors que vous avez déjà ralenti parce que le temps expiratoire était trop court, il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut que vous regardiez, en allongeant votre temps inspiratoire, même si vous l'avez déjà ralenti, que votre temps expiratoire soit suffisamment long. Donc ça veut dire que très probablement, en allongeant le temps inspiratoire, vous allez devoir encore diminuer la fréquence. Mais ce n'est pas tout. Ouais. Alors c'est un modèle. Hein. Regardez pas les valeurs, regardez les courbes. C'est l'idée. Ici, vous avez votre seuil de trigger. C'est un trigger en débit, hein, comme beaucoup de respirateurs, hein, puisque c'est trigger en débit volume. Et qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez que le seuil est trop élevé, puisque vous voyez qu'à partir du moment où le débit inspiratoire commence, le seuil est pratiquement à la moitié du débit. Ça veut dire que votre bébé, pour générer un cycle assisté, il va devoir faire un gros effort, ce qui est évidemment pas du tout ce qu'on souhaite. Donc vous voyez ici que votre seuil de déclenchement du débit est trop élevé. Donc ça, il faut le régler pour le mettre à un seuil sur le... Ouais, moi je conseille plutôt plus bas, mais après on verra tout à l'heure qu'il y a un débat. Vraiment pour les petits, hein, je vous rappelle que quand vous travaillez chez des bébés qui font 1 kg ou moins, ils ont des capacités de générer des volumes de débit qui sont très faibles. Hein, donc il faut ouais, nous on les règle à 0,2, mais on verra qu'il y a un risque tout à l'heure sur un autre exercice. Alors ça c'est le risque de la VAC, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on a inventé la VSCI, qui va introduire des périodes réfractaires et éviter, effectivement, que le bébé soit assisté à chaque cycle. Donc, là, on est... ouais. Donc, effectivement. Mais là, on ne va pas travailler avec un TI qui sera à plus de 0,50. Bien entendu, ça perd son sens. Mais là encore, c'est un modèle expérimental. Donc, juste pour dire ce qu'on a déjà dit, hein, voilà, attention à ça, hein, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Hein, attention à ce risque d'hyperinflation dynamique. Hein. Il faut vraiment laisser le patient respirer. Laissez-le respirer.
Ça, je vais passer. Donc là, quel est le problème? Le problème, vous voyez, hein, c'est que à nouveau, le seuil de déclenchement du trigger en débit est trop élevé. Votre patient, il va chercher des cycles qu'il ne reçoit jamais, hein, parce que ce seuil est trop élevé. Voilà. Donc vraiment, première chose à faire hein, quand vous faites le calibrage de votre aspirateur, hein, c'est des choses qui malheureusement sont encore parfois pas salaces. Réglez bien votre seuil de déclenchement. Si vous avez un seuil de déclenchement qui n'est pas adapté, votre ventilation assistée perd totalement de son sens. Alors, quel est le problème là? Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce respirateur, hein, les cycles déclenchés apparaissent en orange, assistés apparaissent en orange, et les cycles contrôlés donc, sont en noir. Donc ici, vous voyez que pratiquement tous les cycles sont déclenchés, mais ils sont déclenchés par ces zigouigouis. On a un seuil de déclenchement qui est bas, hein, ce qui est théoriquement le plus adapté, mais vous voyez que vous avez ces zigouigouis. C'est quoi ces zigouigouis? Non, ça c'est de l'eau dans le circuit. Non, c'est de l'eau, c'est de la condensation dans les tuyaux. Et donc cette condensation dans les tuyaux, évidemment, quand vous avez de l'eau dans les tuyaux, ça va créer de l'oscillation et ça va créer ces espèces de zigouigouis. Et donc ça, effectivement, si vous avez un système de déclenchement qui est réglé bas, ça peut créer ce qu'on appelle l'autodéclenchement. Et si vous... C'est un autodéclenchement qui n'est absolument pas voulu par le patient, mais c'est un artefact lié au respirateur. Donc ça, il faut faire attention à ça, parce que si effectivement vous ne corrigez pas ça, alors avec Catherine, on a un débat là-dessus. Catherine, elle dit qu'il faut peut-être mettre un seuil de déclenchement un peu plus élevé pour essayer de limiter ça. Moi, je dis qu'il faut vider les tuyaux ou avoir ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire, vous savez que cette condensation dans les tuyaux, elle est liée au refroidissement des gaz dans le tuyau respiratoire. C'est des gaz qui sont chargés d'eau, et quand la température diminue, l'eau qui est va se déposer dans le circuit respiratoire, et donc vous aurez de l'eau dedans. Alors avant, on utilisait des pièges à eau pour vider à chaque fois. Maintenant, ce qui existe et qu'il faut utiliser, c'est les circuits bichauffés. C'est-à-dire qu'à la fois votre branche inspiratoire est chauffée par intermittence, mais aussi la branche expiratoire. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas de baisse de température dans la partie expiratoire, vous n'avez pas de condensation. Voilà. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon, on a un petit quart d'heure si vous voulez. Catherine, on peut voir avec le respirateur. Si vous voulez... Ça te va, Mustapha ? C'est très bien. Pendant tu t'installes ? Voilà, quand vous allez faire la présentation, moi je vais m'installer sur une autre table pour installer le mannequin pour la photo suivante. Si vous voulez vous rapprocher pour... Non, mais je sais. Non, vas-y, je t'en prie. Quelle est le mode que vous utilisez pour regarder ? Sur la... On va mettre la caméra juste à côté.
Oui, on va le projeter, oui. Je suis désolé. Ah, il est là. Alors, allez vous asseoir, super. Enfin, sauf si vous voulez rester. Non, mais sauf si vous voulez rester, hein. Mais... Vas-y. Ouais. Donc, oui. Ok. Alors, donc, petit exercice. Hein, on vous annonce un bébé de, je sais pas moi, 1,5 kg qui a été intubé en salle de naissance et qui est sous 60% des FiO2. Comment est-ce que vous allez régler votre respirateur déjà au départ? 1,5 kg qui a été intubé en salle de naissance, qui arrive et qui est sous 60% des FiO2, qui ne se soulève pas très bien. 60%. Comment est-ce que vous allez régler votre respirateur au départ? Pipe à 20. Alors 20, on va mettre 20 pipes. Oui. PPI. Ouais. Fréquence 50. Ok. Ensuite 5. Ok. Temps respiratoire. 0,38. Ouais, 0,38. Ok. Donc, tu mets une compliance en place. Ok, donc on lance le respirateur. Alors, voilà, vous avez réglé votre respirateur, vous avez ça. Alors, votre bébé, il ne se lève pas beaucoup, il est un peu bleu et il s'agite. Alors, le temps respiratoire... Le temps respiratoire, oui, il est court. Mais pourquoi il est court? Comment? Parce qu'il a une mauvaise compliance. Hein, pas parce que vous avez réglé un temps respiratoire trop court, vous voyez qu'il revient à 0. Donc votre réglage est bon. Mais ça veut dire que votre compliance, elle est totalement effondrée. Et pour ça, vous regardez votre volume courant, 1,2 ml, c'est un bébé d'1,6 kg, donc vous attendez quoi comme volume courant? Plutôt 6-7 ml. Ça veut dire que vous avez une compliance là qui est complètement effondrée. Alors, si on augmente le temps respiratoire, qu'est-ce qui va se passer? Là, il ne va rien se passer, puisque tu vois ton temps respiratoire réglé, il est adapté, puisque ta courbe de débit inspiratoire revient à 0. Le fait
qu'on ait peu de volume courant avec cette courbe-là, ce n'est pas lié au temps inspiratoire que tu as réglé, mais c'est lié au fait que la compliance du bébé est effondrée. Alors, dans un premier temps, effectivement, mesure de sauvetage, parce que là, il a 80 de PCO2, et on l'a vu au début, 80 de PCO2 chez un bébé très prématuré à ce moment-là, un risque de saignement qui est majeur. Donc, première chose à faire, le temps que, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la pression, mais ce qu'on peut faire aussi, votre volume courant est très faible, mais vous regardez votre courbe. Vous avez, avant l'expiration suivante, un temps extrêmement long pendant lequel il ne se passe rien. Donc il faut commencer par l'accélérer, augmenter la fréquence pour augmenter le volume minute, puisque je vous rappelle que le volume minute, c'est volume courant fois fréquence. Et vous voyez ici, vous avez pour l'instant un volume minute qu'on n'a pas, c'est pas grave. Donc, on va l'accélérer dans un premier temps. On peut encore l'accélérer, on a encore de la marge. Voilà. Et même ça, on a encore de la marge. Donc, ça ne va pas forcément mieux. Donc, il y a deux autres choses qu'on peut faire effectivement dans l'attente avec cette courbe-là. C'est effectivement le temps que augmenter un peu la pression, même si on n'a pas trop envie. Mais il y a une chose aussi essentielle, je vous rappelle, avec ça, ça veut dire qu'on se situe dans la partie basse de la courbe. Il faut augmenter la PEP. Donc si on augmente la PEP, ouais, c'est pas un vrai poumon. Donc, il ne réagira pas, mais vous pouvez vous attendre à déjà avoir une augmentation de votre volume courant. Ouais. Alors là, oui, théoriquement, la fréquence, je suis d'accord, Moustapha, sauf que tu vois tes courbes, tu as encore de la marge. Tu as une expiration qui se fait, et puis qui se fait avant l'inspiration suivante. Et donc, effectivement, maintenant qu'on a fait ça à mesure de sauvetage qui vont nous prendre 2-3 minutes, il faut absolument, effectivement, passer à des mesures plus définitives. Et donc, j'ai entendu deux choses qui sont effectivement ce qu'il faut faire, surfactant, OHF. Surfactant, voilà. Moi, ce que je ferais, effectivement, c'est du surfactant complètement d'accord avec vous, comme vous le dites bien, et je le mettrai en OHF derrière. Parce que ça veut dire que très probablement, comme vous savez, le surfactant améliore la compliance mais ne la normalise pas. C'est pour ça qu'il faut maintenir de la pression derrière. On est dans une situation où là, c'est quand même à l'évidence très compliqué, puisque on a des tout petits volumes courants qui sont générés, un bébé qui est très hypoxique malgré des pressions relativement importantes. Donc il faut s'attendre effectivement d'avoir une efficacité du surfactant, mais qui ne sera peut-être pas suffisante. Donc on fait du Curosurf et on le passe directement derrière en OHF. Et comment est-ce que vous allez régler votre OHF au départ? Comment est-ce que vous allez régler votre OHF au départ? Vous en faites souvent de l'OHF? D'accord. Alors, bon, donc on va peut-être pas parler de, on va peut-être pas parler de l'OHF maintenant, sauf si vous voulez, mais. Ok. Quelle heure il est? Ouais, ou l'augmentation des résistances. Quelle heure il est? Ça dépend un peu. Alors. Ouais. Donc, on ne l'a pas passé en OHF, on l'a laissé en conventionnel après le surfactant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça va mieux quand même. Vous voyez, on a un volume courant qui est monté à 8 millilitres.
On a des courbes qui sont bien meilleures. Et puis on a un bébé qui, c'est ce qu'il faut qu'on regarde, qui est quand même beaucoup mieux. Soulève bien, il s'est adapté au respirateur, il a une saturation qui est remontée, vous avez pu baisser la FiO2, vous êtes à 25-30%, ça va mieux quand même. Là-dessus, et voilà. On monte comment ? Ouais, on monte. Voilà. Et puis brusquement, votre bébé allait mieux et l'infirmière vous appelle, il va moins bien, il se soulève plus très bien, il cyanose, il commence à s'agiter, il respire à côté du respirateur. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce qui se passe, c'est que votre temps inspiratoire, alors que vous n'y avez pas touché, s'allonge. Ça veut dire quoi ? Le temps inspiratoire s'allonge, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la constante de temps augmente, donc, ou que la compliance augmente. Mais si la compliance augmente, que doit faire le volume courant ? Il doit augmenter. Or, votre volume courant, il était à 7,2 ou 7,5. Là, il a baissé, votre volume courant. Donc, si c'était la compliance, le volume courant aurait augmenté à 8, et là, il a baissé. Donc, si ce n'est pas la compliance qui a augmenté la constante de temps, c'est quoi ? C'est la résistance. Et donc, bouchon. D'accord ? Donc, bouchon, ce qui peut arriver, vous savez, après le surfactant, on peut avoir des bouchons de surfactant. Et donc là, effectivement, il faut immédiatement l'aspirer pour enlever le bouchon et pour que la situation s'améliore. Non, il faut les aspirer. À partir du moment, il faut vraiment les aspirer. Tu ne perdras pas grand-chose. Hein. Depuis qu'on utilise des sondes à canal latéral, on en a quand même beaucoup moins qu'avant, mais ça peut arriver. Je pense que... Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est, quelqu'un ? Non, c'est terminé, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse... Comme vous voulez, on peut vous faire... On a encore un peu de temps. Encore 5 minutes. Après, bon, ce qu'on va faire, on va s'arrêter. S'il y en a qui veulent rester un peu, on peut, autour du respirateur, on peut le faire. Et puis voilà. Ça vous va ? 10 minutes encore ? Ok. Alors,
qu'est-ce qui se passe là? Là, on est en VAC. Hein. Ça veut dire que normalement, chaque trigger doit être assisté. Et je vous rappelle que les cycles trigger vont apparaître en orange. Qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien, vous voyez que, regardez, on est en VAC, donc théoriquement, à chaque fois que le patient va faire un effort, il doit être assisté. Et vous voyez qu'il respire entre les cycles, mais qui ne sont pas assistés. Ça veut dire quoi? Voilà, vous avez une sensibilité de déclenchement du trigger qui est à 0,6 litres par minute, qui est le réglage par défaut sur le respirateur, mais qui est trop important. Donc, il faut le baisser. Et si vous le baissez, ça permettra effectivement au patient, à chaque fois qu'il va faire l'effort, d'être assisté et de limiter effectivement le risque de synchronie. Vous voyez ici, là c'est le patient qui respire, mais vous voyez que ça ne croise pas le seuil de déclenchement qui est à 0,6, alors que là ça l'a fait, et donc il fait des efforts, mais il n'est pas assisté. Donc il faut baisser le seuil. Et puis on fait des fuites, puis on arrête. Voilà. Et donc vous voyez, là on a diminué le seuil, le trigger on l'a mis à 0,2. Pardon. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il fait un effort, il va être assisté. Donc là on est bien, on est en VAC, on vérifie quand même que c'est pas trop rapide, donc on a un temps expiratoire qui est suffisant entre les cycles de déclenchement. Parce que je vous rappelle, on est en ventilation cyclée sur le temps, donc si le risque, tu l'accélères. Le risque, s'il déclenche beaucoup, c'est ça. C'est que on se retrouve avec un temps expiratoire qui devient trop court. Et donc, puisque vous avez un déclenchement de l'inspiration avant le cycle suivant, et donc un risque d'hyperinflation dynamique. C'est le risque de la VAC, qui est une très bonne technique de ventilation. Mais bon, donc il faut le savoir, chez les enfants qui sont très polypnéiques, il faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, là vous avez des fuites, vous avez une courbe de pression, votre courbe de débit avec votre inspiration qui ne revient pas à zéro avant l'expiration suivante. Donc deux possibilités, où mon temps inspiratoire réglé est insuffisant, ou j'ai des fuites. Les fuites, vous le voyez très bien sur votre courbe de volume, volume inspiré, volume expiré, compensation du respirateur. Et de toute façon, c'est affiché 50% de fuite. C'est bon? Tu veux faire le tour? Ouais, d'accord. On va s'arrêter. Je vous remercie pour votre patience. Merci Catherine.